Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de la journée. Alors j'espère que vous me recevez correctement. Écoutez, donc ce matin nous avions un premier webinaire qui portait sur la présentation de la structure générale de ce cycle de formation qui comprend 21 séquences. Et puis là, ça y est, on rentre de plein pied avec écoutez, une formation qui arrive en tout début, hein, pour la simple et bonne raison qu'elle nous semble tout à fait indispensable. Alors, je m'appelle Florent Michelot, je suis conseiller pédagogique au Centre de pédagogie universitaire. C'est aussi mon deuxième webinaire de la journée, mais je serai épaulé avec deux personnes que j'apprécie beaucoup, qui seront probablement un peu plus reposées que moi. C'est Hélène Charette et Guylaine Gauthier. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Merci Florent. Donc, j'y vais Hélène. Alors, Guylaine Gauthier, je suis conseillère pédagogique au CPU depuis plusieurs années déjà. Le temps passe vite. Donc, voilà, surtout spécialisée en planification de cours et en accompagnement de programmes qui désirent s'orienter vers l'approche par compétences. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Hélène Charette. Je suis conseillère pédagogique comme Guylaine et puis comme Florent. Alors, moi, ça fait 1 an que je suis au CPU comme conseillère pédagogique. Avant, j'étais au cégep à distance, donc en formation à distance et spécialisée en évaluation, puis également en approche programme, accompagnement programme et approche par compétences. Alors, ça nous fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on aura suffisamment de plaisir parce qu'on va passer 1 heure avec vous. Puis c'est 1 heure qui va être assez intense, mais aussi assez utile. Je suppose que beaucoup d'entre vous étaient avec nous ce matin, donc ça va être quand même assez différent. Pour débuter, j'aimerais vous apporter quand même quelques petits rappels succincts. Je repartage mon écran, normalement vous devriez le revoir. Il y a beaucoup trop de musique soudainement. Petit rappel nécessaire. Alors, pour les interactions sur Zoom, on a réalisé après le webinaire de ce matin que ça pouvait être plus qu'utile de vous les rappeler. Tout en bas de votre barre Zoom, avec les différentes vidéos des participants, vous devriez avoir une barre qui ressemble plus ou moins à celle-ci. Les boutons qui importent, ce sont les 2 boutons de gauche, muet et arrêt vidéo, ou bien activer le son et activer la vidéo, tout simplement pour prendre la parole avec la vidéo ou non. Ça, c'est très simple. Les 2 autres boutons qui vont être particulièrement importants, c'est le bouton participant, qui se trouve sur le milieu, légèrement sur la gauche, et juste à côté, le bouton converser. Je vais vous les présenter plus spécifiquement. Lorsque vous cliquez sur le bouton participant, vous avez cette fenêtre-ci qui vous permet d'interagir avec vos camarades, mais aussi avec nous, notamment à base des petites icônes que vous trouverez en bas de cette fenêtre. Alors, on va les utiliser au moins à 2 reprises dans ce webinaire, ces 2 petites icônes. Excusez-moi, j'ai accroché mon bouton. Alors voilà, donc les petites icônes que vous trouvez en bas de cette fenêtre, ma souris est très sensible, le petit bouton vert et la petite croix rouge, je vous le présenterai tout à l'heure. L'autre élément qui est aussi à votre disposition, c'est lorsque vous cliquez sur le bouton « Converser », et ça vous le savez, c'est la petite fenêtre de clavardage qui vous permet de discuter avec l'ensemble du groupe, là aussi, ou bien directement avec l'un d'entre nous. Et lorsque je dis l'un d'entre nous, ça peut être Hélène, Guylaine ou moi, ou bien vos collègues qui sont aussi présents durant la participation. Alors, j'oublie probablement quelque chose au préalable. Oui, on a vu une question ce matin qui était tout à fait utile de la part d'une des enseignantes qui suit la formation. Comment prendre des notes durant la formation? Alors ça, c'est particulièrement utile. Il y a plein de stratégies, si ça vous intéresse. Il y a des papiers qui ont été écrits là-dessus. Il y a plein de stratégies pour faire de la prise de notes dans les cours à distance, dans la e-formation, etc. Évidemment, on ne va pas vous faire une revue de littérature ou une méta-analyse. Ce serait intéressant, mais un petit peu long. Par contre, tout simplement, vous pouvez diminuer la fenêtre et puis utiliser un logiciel comme OneNote qui fait partie de la suite Office 365 avec lequel vous avez une licence au sein de l'université. Puis Office 365, OneNote, ça pourrait être n'importe quel éditeur de texte, évidemment. Donc, vous pouvez mettre côte à côte la fenêtre de Zoom
et à côté, la fenêtre Word, OneNote, bloc de texte, bloc-notes, pardon, etc. Évidemment, dans un monde idéal, si vous disposez de 2 écrans, et notamment, c'est l'objet d'une recherche de Bruno Polyber qui faisait le webinaire d'hier matin, sur la prise de notes dans les cours à distance. Il y a des stratégies. Alors, les étudiants ont 2 écrans côte à côte. Bon, si vous avez ça, évidemment, c'est l'idéal. Mais si ce n'est pas le cas, mettez vos fenêtres côte à côte dans le même écran et vous pourrez prendre des notes numériquement en même temps que vous écoutez le webinaire. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose, Guylaine, Hélène? Non, c'est Non. bon, Florent. Merci pour les précisions. C'est parfait. Peut-être mentionner que ce qu'on va vous présenter, le PowerPoint, va être disponible par la suite et d'autres documents qu'on va vous présenter également. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Guylaine, pour ce rappel. Voilà, on insiste beaucoup là-dessus. On vous l'a dit hier, on vous l'a redit ce matin. Vraiment, ce webinaire, ça fait partie d'un cycle complet de 21 formations. Là, c'est l'un des premiers webinaires, mais on va commencer donc avec d'autres activités à compter de demain. On a demain après-midi, pardon, un atelier webinaire qui va vous permettre notamment de mettre à profit la formation d'aujourd'hui avec un système de cartes assez simple. Vous pourrez le voir demain. C'est notre ami André Laflamme ainsi que Mohamed qui vont vous faire cette formation-là demain après-midi, planifier son apprentissage selon la méthode ABC Learning Design. Vous allez voir, visuellement, c'est presque cool de faire du design pédagogique avec cet outil-là. Donc, ça vous permettra de mettre à profit ce que l'on va faire cet après-midi avec un outil visuellement très attractif. Voilà. Et puis, j'insiste encore beaucoup là-dessus. Il y a au total 4 communautés de pratique qui vont être réparties sur les 2 prochaines semaines. Participez-y, on répondra à vos questions, puis vous pourrez aussi éventuellement répondre aux questions de vos collègues, partager vos bons coups et moins bons coups. Et je rentre dans le vif du sujet avec donc nos intentions finalement pour ce webinaire. Alors, nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez appliquer une démarche simple de design pédagogique pour concevoir et planifier le déroulement et l'encadrement d'activités d'apprentissage et d'évaluation à distance. Tout simplement, ce qu'on souhaite faire, c'est que vous puissiez aller du point A au point B avec une démarche de design. Et notamment, ce qui vous contribuera, ce qui vous permettra d'y parvenir, c'est de finaliser le gabarit d'analyse et de macro-design ou de finaliser votre plan de cours. On vous a parlé des gabarits ce matin dans le cadre de la formation. Évidemment, vous n'avez probablement pas eu le temps de les consulter, mais voilà, sachez qu'avec cette formation, vous serez un peu plus en mesure de remplir les gabarits d'analyse et de macro-design, voire de compléter le plan de cours. Voilà. N'hésitez pas une seule seconde, si vous avez des questions, vous écrivez dans le clavardage, éventuellement vous levez la main si vous souhaitez intervenir de vive voix, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, au terme du webinaire, et ça ce sont vos objectifs d'apprentissage, validez la clarté de vos objectifs du point de vue des étudiants. En d'autres termes, si vous énoncez un objectif pour vos étudiants, il faut que ce soit compréhensible pour ces derniers. Et par ailleurs, donc établir des correspondances entre vos objectifs et différentes méthodes pédagogiques. Et pourquoi on vous dit ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est le cœur de la première section de ce webinaire, c'est l'alignement pédagogique. Qu'est-ce que c'est un alignement pédagogique? Eh bien, on a cette petite métaphore, voilà, ça nous fait beaucoup rire entre nous. J'espère que vous partagerez le côté humoristique de ce petit dessin. L'étudiante que l'on voit sur la gauche de l'écran, ce n'est pas parce qu'on va lui fournir un mode d'emploi sur le parachutisme qu'on va être en mesure, à la fin de la session, de la faire sauter d'un avion pour sauter en parachute. Ça, c'est du très mauvais alignement pédagogique. L'alignement pédagogique, c'est de faire en sorte que la façon dont on va donner un cours, en l'occurrence le mode d'emploi sur le parachutisme, eh ben, ça va correspondre en bout de ligne avec ce que l'on va lui demander de faire à la fin de la session ou à la fin d'une activité pédagogique, etc. Bref, l'objectif, c'est pas que la petite tombe de haut sans savoir tirer sur la corde d'un parachute, c'est que tout simplement, on va l'accompagner peu à peu vers des activités qui correspondent à ce qu'on lui a enseigné. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde avec cette petite métaphore. Alors, ce que l'on vous suggère comme schématisation pour illustrer ce concept d'alignement pédagogique, et là on insiste bien là-dessus, c'est que
il faut que vos objectifs d'apprentissage soient au cœur finalement de votre scénarisation. Et pour cela, il faut mettre en dialogue 3 éléments. Le premier élément, c'est probablement celui auquel on a le plus de sensibilité en tant qu'enseignant, c'est le contenu. On souhaite faire en sorte que nos étudiants et nos étudiantes aient développé des connaissances et des compétences à l'issue d'une activité, d'une session, d'un programme, et donc ils sont vraiment au cœur de notre formation. Mais pour cela, il faut savoir mobiliser des activités d'enseignement, d'apprentissage qui correspondent aux enseignements, donc au contenu que l'on a souhaité enseigner. Et évidemment, il faut aussi qu'en bout de ligne, on ait des activités d'évaluation. Je vais me permettre d'anticiper un petit peu, mais si vous demandez à vos étudiants de développer des capacités analytiques, on comprendra bien que avoir une évaluation qui repose sur des questions à choix multiples, ça commence à pas très bien marcher. Donc, voilà, le concept d'alignement pédagogique peut être représenté autour de l'objectif d'apprentissage, des objectifs d'apprentissage qui sont mis en cohérence par les contenus, les activités d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que les activités d'évaluation. Un bon équilibre entre ces 3 pôles va faire en sorte que vous serez en mesure de développer une scénarisation pédagogique qui est cohérente, équilibrée et qui satisfera donc les objectifs du programme, mais aussi les objectifs d'apprentissage des étudiants. Alors, une définition qui est probablement plus canonique, quoique elle a fait l'objet d'intenses discussions entre nous, on est arrivé à cette synthèse. Donc, le concept d'alignement pédagogique, c'est définir des objectifs réalistes et réalisables pour guider les choix des contenus et l'élaboration d'activités pédagogiques et des activités d'évaluation. Ça dit en beaucoup moins de mots, ce que j'ai dû prendre à peu près 5 minutes pour vous expliquer, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup parler. Donc, pour les objectifs d'apprentissage, je vais tout de suite laisser la parole à mon amie Guylaine, qui va vous accompagner durant cette seconde section. Excellent. Mais Florent, je vais te demander, c'est toi qui vas tourner les pages, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. OK, Et je vais mettre ma souris de côté parce que je ne sais pas, elle bouge toute seule depuis tout à l'heure. Très bien. Voilà. Donc, on se lance dans les objectifs d'apprentissage. On peut déjà passer à la prochaine diapositive, Florent. Alors, on va commencer. En fait, vous savez tous ce qu'est un objectif. Vous en avez déjà rédigé. On est allé chercher pour vous 4 exemples d'objectifs, des vrais objectifs qu'on retrouve dans des plans de cours. On les a repris ici. Certains sont meilleurs que d'autres. Et je vais faire appel à dans notre jargon pédagogique, ce qu'on appelle les connaissances antérieures, en fait, ce que vous savez déjà sur le sujet, pour me dire comme ça, est-ce que ces objectifs sont bons ou mauvais. Regardons le premier. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure de résoudre efficacement un système d'équations linéaires à l'aide des principales méthodes enseignées. Donc ici, Florent, je vais te laisser aussi intervenir. Vous pouvez indiquer au moyen du crochet, n'est-ce pas, ou du X. Voilà ce que vous pensez de cet objectif. On commence comme ça. Je vais arriver avec les concepts plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sollicite votre participation. Alors, on va voir justement, on va commencer à avoir un premier aperçu de la capacité d'interaction que l'on peut avoir dans un groupe avec Zoom. Vous allez donc nous dire si vous trouvez que c'est un bon ou mauvais. Qu'est-ce qu'il y a, Guylaine? Oui, mais je suis en train de regarder les réponses. Écoutez, il y a plus de mauvais que de bons en ce moment. Alors, allons-y, Florent. OK. On enchaîne, comme le temps, on a peu de temps ensemble, malheureusement. Donc, faisons apparaître l'icône, si tu permets. OK, pas de problème. Pas de problème? Pas de problème. Alors voilà, en fait, il est bon cet objectif. Il est bon, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je ne vais pas toutes vous les donner maintenant. On va construire peu à peu notre bagage de connaissances. En fait, il est court, le verbe est précis, il est clair. J'ai lu ici, certains se demandaient, oui, mais efficacement. On peut retrouver des qualités, c'est plus rare, dans un libellé d'objectifs. On va y revenir plus tard. Mais en fait, c'est un objectif qui est précis, qui est clair, qui contient qu'un seul verbe. Donc, oui, c'est un bon objectif. Florent, je vois une personne qui demande où devions-nous répondre? Oui, je pense qu'on a sauté l'étape explicative, Guylaine. Fait qu'on va le faire pour le prochain exemple, je vais l'expliquer. Tu vas relire. Parfait, donc passons au prochain. Voilà. Vous aurez le temps de vous rattraper. Exactement. Il n'y a pas de perdant. Oui. Donc, exemple 2. Alors, à la fin du cours, les étudiants seront en mesure d'apprendre des théories essentielles en hématologie, de diagnostiquer une anémie fériprive et de la traiter,
En plus, les étudiants seront capables de réaliser un comptage cellulaire et vont développer et tester leurs connaissances. Je rappelle Alors, qu'on reprend ces objectifs de plan de cours d'enseignants. pour y répondre, on va vous demander d'aller dans la section participants. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en bas de la section participants, vous avez une petite coche verte. Vous cliquez là-dessus si vous considérez que c'est un bon énoncé et vous cliquez sur la croix rouge si vous considérez que c'est un mauvais énoncé. Écoutez, je regarde ici les réactions, à la fois dans le chat, les X, les crochets. Donc, je crois que c'est unanimement ou presque. C'est pas très partagé, hein? Ouais. Ouais, que c'est pas le meilleur des objectifs. Et pour les raisons mentionnées dans le chat. Donc, on peut faire apparaître l'icône Florent. Effectivement, je vais prendre ici, je vois, Jacqueline, bonjour, je vois, ça manque de précision, c'est exact. Apprendre est un peu trop flou, c'est très long, il y a beaucoup de verbes, on pourrait le diviser. Excellent. On passe au prochain. Parfait, l'exemple 3. On en a 2 encore comme ça. Donc, voyons voir. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure de produire en équipe une balado-diffusion de 2 minutes expliquant la résolution d'une situation problème concrète avec les méthodes matricielles. Là aussi, donc, vous pouvez utiliser la coche verte ou la croix rouge. Plus subtil, celui-là. Je regarde. OK. Je vois beaucoup de crochets verts, Florent et Hélène. Oui. Oui, effectivement. On l'a mis parce qu'il est à la frontière, celui-là. Puis on va vous expliquer plus loin pourquoi. Effectivement, je vois quelqu'un qui écrit « Ce n'est pas un objectif, c'est une démarche ». C'est pas loin, je dirais même que c'est pratiquement, en fait, une consigne de travail. Ça décrit plus ou moins bien une capacité et un objectif doit décrire une capacité. Donc, je vous dirais que c'est, allez Florent, on fait apparaître l'icône. Alors, d'après vous? On y va. Je crois qu'on ne fait pas... oui, il répond à plusieurs critères d'un bon objectif, mais on va revenir plus tard, il n'est pas tout à fait adéquat. Donc, c'est mauvais. On passe au prochain, le dernier. C'est bien. Et j'ai même vu trop précis, c'est bon. Exemple 4. À la fin du cours, les étudiants seront en mesure d'évaluer adéquatement la qualité des informations transmises par un média en articulant une critique conséquente et en utilisant la terminologie appropriée. Qu'en pensez-vous? Alors, je vous laisse réagir dans le chat ou avec les symboles à votre choix. OK, je vois du bon. Ah, ben écoutez, c'est pas mal. Parfait, je crois. Florent, encore une fois, on y va. Celui-là fait l'unanimité. Effectivement, c'est un bon exemple. On voit qu'il y a un verbe d'action. C'est un peu plus long que le premier objectif qu'on a vu ensemble, mais il demeure court, il demeure clair. En même temps, des conditions sont précisées en articulant une critique, en utilisant la terminologie. Donc, très bon objectif. Flora nous fait apparaître plein de choses. Alors, parfait. Donc, on a regardé ensemble, on a révisé ce que vous saviez sur les objectifs. On va en rajouter une couche. On passe à la prochaine diapo, si tu permets, Florent. Oui, une petite seconde, un petit problème technique. Pas de souci. Donc, voilà. On va aller à l'autre. Ce qu'on vous a mis ici, en fait, ce sont les 2 bons objectifs qu'on a identifiés précédemment. Oh, pas tout de suite. On y arrive, OK. Ce sont les 2 bons objectifs qu'on a identifiés précédemment. Et ce qu'on vous demande, peut-être, on fonctionne un peu de manière inductive. On veut vous amener à formuler des hypothèses sur ce que vous savez déjà. Mais quelles seraient les 4 composantes d'un bon objectif? En tout cas, il y en a 2 certainement qui sont obligatoires. Est-ce qu'à l'aide de ces exemples-là qu'on vous montre, vous pourriez identifier ces 4 composantes? Et alors, Florent, je te laisse présenter, je te laisse présenter le tableau que nous pourrions utiliser. Oui. Alors, ce matin, je vous ai parlé d'un outil qui pourrait remplacer le tableau blanc.
Et donc, écoutez, comme on a une vie probablement un peu trop plate à préparer ces webinaires, on s'est dit, on va se mettre à l'essai, on va prendre un risque, on va essayer de l'utiliser avec vous dès cet après-midi. Donc, pendant que l'on mangeait, on a développé ce petit tableau qui va vous permettre de répondre à la question, quelles sont les 4 composantes? Alors, vous avez la possibilité de le faire évidemment sur une feuille à côté de vous avec papier crayon, tout simplement, ou vous avez la possibilité d'aller sur le lien que je viens de vous partager à l'instant même dans le clavardage de l'activité. Cela va vous envoyer sur cette page-ci. Et donc, on a identifié 4 colonnes qui correspondent à autant de composantes. Et si vous voulez bien, on va vous demander, si vous le voulez, d'ajouter des petits papiers qui correspondent aux items que vous identifiez dans les composantes, dans les énoncés. Alors, pour cela, vous cliquez sur le plus vert, ça va vous sortir une petite étiquette et vous indiquez, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple, exemple de composante. Évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse, mais voilà. Donc, vous indiquez quelles sont les 4 composantes selon vous essentielles pour écrire correctement un énoncé. Vous cliquez sur le petit bouton vert et vous déplacez le petit post-it sur la composante en question. On essaye. Oui, on expérimente en même temps un petit logiciel qui favorise l'interactivité durant une conférence Zoom. On va vous laisser un petit peu de temps pour oui. Répondre à ça. Très bien. Alors, on a des réponses qui commencent à apparaître. C'est très bien. On a beaucoup de post-it qui sont sortis, mais encore peu de post-it qui sont correctement remplis. Alors, je vois, il y a un petit post-it capacité qui est perdu. Je vais le mettre quelque part. Voilà, je vais le remettre dans le tableau. Voilà. On pourrait peut-être mettre ce post-it, Florent, avec l'autre que l'on voit capacité dans la composante 1. Je crois que ça... Intéressant. Ouais. Et puis, composante, c'est donc ce que doit contenir un libellé d'objectifs. Oui, je vois qu'on voit aussi des qualités réalistes, concis, précis. Vous avez tout à fait raison. Mais allons avec des composantes, des éléments constitutifs d'un bon objectif. Comprend un contenu. Florent, dans le clavardage, il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à aller au oui. Écoutez, on teste des choses, on ne parvient pas à ouvrir le lien. Écoutez, si ça ne vous embête pas, éventuellement, vous pouvez nous écrire en privé au terme, ou tout simplement nous parler au terme de l'activité pour qu'on puisse identifier quel problème vous avez rencontré. À titre personnel, je n'ai jamais rencontré de problème avec cet outil-là. Mais si vous en rencontrez, merci de nous le dire. Comme ça, on pourrait éventuellement s'ajuster pour des formations ultérieures. Ou vous pouvez l'indiquer dans le clavardage, oui, simplement. Clavardage, indiquer les composantes. Tout à fait, certains l'ont fait aussi. Donc là, comment ouvrir le lien? Si le lien n'est pas cliquable, vous pouvez tout simplement le copier et le coller dans votre navigateur ou tout simplement réécrire l'adresse dans votre navigateur. J'ai mis un raccourci assez simple là, framemo.org/CPU comme centre de pédagogie universitaire. Donc, pour ceux qui disent ça ne marche pas ou c'est trop rapide, vous pouvez écrire à ce moment-là dans le chat, action sur quoi? Ah, c'est intéressant. D'accord. Bon. Florent, Hélène, ça va? Je crois qu'on a cumulé pas mal, d'exemples. On a accumulé pas mal de petits papiers. Oui. Puis on voit que la première composante semble faire l'unanimité. Donc, on voit capacité, effectivement, mais capacité exprimée au moyen d'un verbe d'action et verbe d'action précis. Donc, tout ça est exact. On pourrait dire que la première composante est un verbe d'action. Si on regarde la composante 2, alors on a des qualités.
comprend un contenu, contexte, sur quoi, la thématique, contenu, effectivement. Donc, je pense ce sont les contenus, la capacité ce sur quoi la capacité sera exercée. Donc, on est au clair avec la composante 2. On va revenir pour faire la synthèse, ce ne sera pas très long. La composante 3, encore une fois, on peut voir un produit final, résultat, le comment, des limites claires et définies. Très intéressant, connaissance. On a regroupé la composante 3 sous le grand chapeau de conditions, les conditions d'exercice de la capacité. Donc, ça peut inclure des types de situations, des outils, des aides, des méthodes, etc. Ça va? Pour la composante 4, donc celle-ci, elle est plus... Ah, merci Florent, merci. On a différentes choses. On a des critères mesurables, avec quels résultats au singulier ou au pluriel, façon de faire. Effectivement, façon de faire, c'est intéressant. Ça ressemble à... On a nommé ça, on peut regrouper ça sous critères. Ah, super Florent pour pour le fait d'encercler. Effectivement, donc c'est une façon de faire un critère. C'est une des composantes qui n'est pas obligatoire. C'est seulement si elle est nécessaire. Mais ce serait la composante numéro 4. Et on pourrait peut-être revenir au diaporama, Florent? Qu'est-ce que tu en penses? Avec un immense plaisir. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Pour certains, désolé si ça marchait plus ou moins bien. On expérimente nous aussi en même temps. Donnez-moi juste une petite seconde. Florent nous revient, ce ne sera pas très long. Je vois ici taxonomie de Bloom, tout à fait. On va vous présenter la taxonomie de Bloom dans quelques instants, la réviser. Alors, ça ne saurait tarder. Est-ce que ça apparaît? Voilà, super, oui. On pourrait aller à la prochaine diapo, Florent. Vous m'excuserez pour le petit cœur qui apparaît. On peut passer à la prochaine. Voilà. Voilà, donc vous retrouvez ici, si on reprend, donc ce sont les composantes que j'ai mentionnées tout à l'heure, verbe, contenu, condition, critères. Le petit cœur disparaît, c'est très bien. Donc, si on prend notre exemple, on aurait résoudre efficacement, c'est un critère. Quoi? Un système d'équations linéaires, donc c'est le contenu. Et comment? Ben, c'est à l'aide des principales méthodes enseignées. Je pense que les composantes ici sont assez claires. On pourrait se passer de efficacement. Et c'est pas, dans la littérature, c'est partagé. Est-ce que le critère est nécessaire ou pas? C'est selon. Moi, je dis qu'on le met si c'est vraiment nécessaire de le mettre. Et il faut que ce soit assez générique. Donc, on peut passer à l'autre exemple, Florent. Donc, si on regarde le prochain exemple, on l'a découpé comme celui tout à l'heure. On a le verbe d'action, les critères, le contenu, la qualité des informations transmises par un média et ensuite les conditions qui peuvent être introduites par des expressions comme à l'aide de, au moyen ou avec le girondif en. Donc, déjà, ça nous donne des indications et des aides à la rédaction. Voilà pour les composants d'un bon objectif. Donc, en blanc, évidemment, les deux composantes obligatoires et en gris, les composantes qu'on pourrait dire facultatives et je mettrais même gris foncé pour critères. Voilà, donc je crois que je ne comprends pas vraiment le contexte. Conditions, contexte, en fait, ce sont les conditions d'exercice de la capacité. Pour répondre à M. Gignac, si j'ai bien saisi son nom, ce sont vraiment les conditions d'exercice de la capacité. On peut préciser des outils, des concepts, des gabarits, des méthodes. Qu'est-ce qui va être utile à l'exercice et à la démonstration de la capacité présentée dans l'objectif. Oui, le critère. Oui, Hélène, merci d'avoir précisé. Parfait. Donc, on peut passer à l'autre. On prendra les questions. J'essaie de répondre rapidement. Contexte. Oui, je vois contexte. Par exemple, avec l'aide d'un livre ou sans l'aide d'un livre, effectivement, ça peut être un élément contextuel. Étape de rédaction d'un objectif. Si vous n'avez pas rédigé d'objectif déjà, il y a 4 grandes étapes qu'on pourrait cibler. Donc, on vous inviterait dans un premier temps à réfléchir
aux capacités que l'étudiant aura acquises à la fin de votre cours et non à la fin de chaque séance. Pour avoir accompagné plusieurs enseignants dans la rédaction de leur plan de cours, souvent ça commence avec une liste de 15 objectifs. Et ensemble, on travaille pour en arriver à un maximum de 6 pour l'ensemble du cours. Il s'agit vraiment de cibler ce qui va être possible au terme du cours. Quelles habiletés intellectuelles, quelles attitudes ou quels gestes l'étudiant aura développé à la fin de ces mois passés avec vous. Donc, par habileté intellectuelle, j'entends des habiletés telles que expliquer, analyser, expliquer, analyser, juger, évaluer, etc. On pourra voir, il y a des outils tout à l'heure pour nous aider. Je vois ici une question. Est-ce qu'on parle d'objectifs principaux ou spécifiques? Nous parlons d'objectifs spécifiques en ce moment. On reviendra aux objectifs généraux. Donc, dans une première étape, c'est de réfléchir et de compléter la phrase « À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de… » Une fois que vous avez fait ça, questionnez-vous sur les domaines d'apprentissage que vous ciblez. Est-ce qu'il y en a trois? Il y a trois grands domaines, le domaine cognitif, affectif, psychomoteur. Donc, cognitif, ça fait référence aux habiletés intellectuelles, affectif aux attitudes et psychomoteur aux gestes. Donc, ici, je crois que c'est assez clair. Une fois que vous avez ciblé ce domaine, ça se fait très bien. Et le plus courant est certainement le domaine cognitif. Vous allez chercher, pour vous aider, une taxonomie. Chaque domaine présente plusieurs taxonomies pour, établir sur une échelle de progression les apprentissages visés dans ce domaine. Prenons la taxonomie de Bloom, la taxonomie cognitive de Bloom, par exemple. Elle comprend 6 niveaux, donc une échelle de progression en 6 niveaux, qui permet de graduer les apprentissages en allant du plus simple au plus complexe. Voilà. Donc, vous voyez ici les 6 niveaux. On va peut-être y revenir dans quelques instants, Florent. Je terminerai avec la démarche. Donc, une fois que vous avez votre domaine, vous allez chercher une taxonomie pour vous aider à préciser le degré de complexité de votre objectif. Et ensuite, il s'agit de reprendre ce que vous avez formulé à l'étape 1 et de réviser, de rédiger vos objectifs selon des règles de rédaction. Un verbe précis. En fait, on a vu plusieurs qualités dans le tableau tout à l'heure qu'on a créé ensemble. Donc, un verbe précis, un verbe d'action, une seule action, 6 objectifs maximum, rédigé du point de vue des étudiants. Attendez, j'avais noté quelque part, il m'en manque, des objectifs qui décrivent une capacité, ça on l'a bien dit. Ça doit être observable et évaluable à travers les réponses ou les productions des étudiants. Donc, différentes règles comme ça, il n'y en a pas une tonne, il y en a peut-être 6 à respecter au moment de rédiger son objectif. On verra tout à l'heure, on les a consignées pour vous quelque part, ces règles-là. Vous y aurez accès après la formation. Donc, 4 grandes étapes pour rédiger un objectif. Et on va aller maintenant, Florent, à la prochaine diapo, qui est celle de la taxonomie de Bloom. Je vous en donne, c'est la plus connue. Donc, Florent a fait une super ampoule, c'est génial, c'est une belle façon de la présenter. On voit bien les 6 niveaux, c'est la taxonomie de Bloom révisée. Et donc, 6 niveaux qui vont du plus simple au plus complexe. Si on regarde ce souvenir, je crois que le mot est assez clair. On est vraiment dans un niveau de type rétention de l'information. Et on va retrouver en lien avec ce niveau, Florent, je te laisse faire apparaître les verbes. Voilà, une petite interaction. Voilà, on va retrouver souvent des verbes tels que reconnaître ou rappeler. Le niveau comprendre, très populaire, très important celui-ci. Donc, par contre, comprendre est assez flou. On va vous recommander dans la rédaction de vos objectifs d'éviter des verbes aussi peu précis que comprendre, connaître et savoir. On les retrouve souvent dans les plans de cours, mais ils disent bien peu de ce qui est attendu de l'étudiant. Donc, si la capacité que vous visez, que vous souhaitez voir développer chez vos étudiants se situe au niveau comprendre, on vous recommande, et là, Florence, je te laisse faire apparaître les objectifs, pas les objectifs, mais les verbes. Ça s'en vient. On vous recommande d'utiliser un verbe plus précis associé au niveau comprendre. Ça pourrait être interpréter, classer, résumer dans ses propres mots, comparer, expliquer.
Niveau appliqué, c'est un peu, donc c'est vraiment être capable d'utiliser ou en fait d'appliquer, d'utiliser ce qu'on a appris pour résoudre une tâche familière ou pas. Et on a différents verbes, surtout, je te laisse faire apparaître, Florent. Ça s'en vient. Donc, un verbe tel qu'utiliser, exécuter, manipuler, j'en ai d'autres, opérer, ce sont souvent ce type de verbes qu'on va voir avec le niveau appliqué. On dit que ces 3 premiers niveaux sont des niveaux de base. Les niveaux supérieurs sont analysés, évalués, créés. Cela dit, tous les niveaux sont importants, n'est-ce pas? On construit sur les niveaux inférieurs. Donc, analyser est aussi fort utilisé. Analyser, évidemment, ça veut dire parfois dire bien peu. On vous recommande peut-être d'employer l'un des verbes qui sera présenté ici à l'écran et que Florent va faire apparaître. Voilà, ça s'en vient. Donc, analyser, c'est vraiment la capacité de différencier, de décortiquer un tout, de reconstituer un tout, d'établir des liens clairs entre les composantes de ce tout. Ça peut être aussi d'attribuer une opinion à un auteur. Voilà, donc analyser quand même est quand même assez vaste, capacité très sollicitée à l'université, bien évidemment, et vous avez différents verbes ici pour exprimer la capacité attendue. Évaluer, c'est intéressant, c'est vraiment poser un jugement, vérifier, ça va Florent, tu peux faire apparaître, poser un jugement, vérifier s'il y a des incohérences, argumenter, c'est vraiment énoncer un raisonnement sur la base de certains critères annoncés d'avance. Créer, c'est le dernier niveau, donc créer, ça peut vouloir dire expliquer, planifier, générer, produire. Donc, c'est un peu tout ça, c'est créer un tout nouveau à partir de ce que l'on a appris, un tout nouveau et cohérent. On pourrait même, une synthèse fait même partie d'une création. Voyez-vous, je crée un tout nouveau à partir de ce que j'ai appris. Toutefois, un résumé, si je vais dégager les idées essentielles d'un texte, là, ça dépend, on est peut-être davantage, ça dépend de la complexité. Parfois, c'est pas simple, on peut être en analyse ou en compréhension. Je vais vous donner l'exemple d'une étude de cas, puis je vais regarder, je vois qu'il y a je vois des commentaires. Prenons l'exemple d'une étude de cas. Encore une fois, une méthode qui est fortement utilisée à l'université et à juste titre. Pour réaliser l'étude de cas, l'étudiant va certainement résumer les points essentiels de l'étude de cas. Donc, il va se situer au niveau comprendre. Ensuite, il va peut-être formuler une hypothèse quant à la résolution possible de ce cas. Il sera à ce moment-là au niveau créé. Dans un troisième temps, il devra analyser, décortiquer le tout, mettre en relation. Après, peut-être appliquer des savoirs qu'il a appris. Et ensuite, pour terminer, peut-être poser un jugement sur la solution qu'il a trouvée ou la proposition qu'il a construite. Ceci simplement pour vous dire que quand on arrive dans des tâches complexes, on va solliciter souvent plusieurs niveaux taxonomiques. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, au moment de rédiger notre objectif? On essaie de prendre le niveau le plus englobant, puisque les niveaux inférieurs sont inclus, par exemple, dans l'analyse, dans l'évaluation et dans la création. Donc, vous prenez le niveau le plus englobant et le plus représentatif de ce qui est attendu. Voilà. Donc, je vois ici, si je regarde dans les commentaires et mes collègues me disent de ne pas prendre trop de temps. Excellent. Poursuivons. On m'a demandé tout à l'heure objectifs généraux, objectifs spécifiques. Écoutez, dans le plan de cours de l'Université de Montréal, il y a un choix terminologique qui a été fait. Je vais vous donner des synonymes pour qu'on ne soit pas trop mêlés. Donc, objectifs généraux, intention pédagogique, tout ça, ça veut dire la même chose. Ce sont des objectifs qui sont énoncés du point de vue de l'enseignant et qui sont beaucoup plus vastes. Les objectifs spécifiques ou les objectifs d'apprentissage, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Ce sont vraiment des objectifs plus précis qui sont formulés du point de vue des étudiants. Donc, pour vous, j'ai ici 5 objectifs ou intentions. Je vais vous demander de m'indiquer lequel est un objectif, lequel est une intention. Et encore là, tout ça est tiré d'exemples vrais, de plans de cours d'enseignants. Donc, Florent, je te laisse expliquer la mécanique. Alors,
Une autre activité qui nous permet d'utiliser les spécificités de Zoom, si on retourne là encore dans la fonctionnalité participant de Zoom, juste à côté du crochet vert et de la croix rouge, vous avez des petites flèches qui vont à gauche ou des petites flèches qui vont à droite. Donc, Guylaine va vous lire chacun des énoncés et au fur et à mesure, vous allez dire à gauche si c'est un objectif, donc la colonne de gauche, ou à droite, petite flèche de droite, pour dire si c'est une intention. OK? Objectif, flèche à gauche, intention, flèche à droite. C'est parti. Merci, Florent. Donc, on se rappelle une intention du point de vue de l'enseignant et un objectif du point de vue des étudiants et tout ce qu'on a vu précédemment. Initier les étudiants au fondement de la discipline. Selon vous? OK, je vois flèche à droite. Flèche à droite remporte. Florent, oui. Excellent. C'est une intention, effectivement. C'est formulé du point de vue des enseignants, de l'enseignant, et on s'entend, c'est assez vaste, c'est peu précis. Ça, mais c'est correct. C'est le propre d'une intention ou d'un objectif général. Je vais aller au choix, le temps file, donc je vais reprenons le B. Comparer la structure des soins de santé au Québec à celle de différents systèmes nationaux. Là, pour l'instant, on dit que c'est un objectif, Guylaine. On dit que c'est un objectif. Eh bien, vous avez tout à fait raison. C'est un objectif. Et, un petit troisième pour la route? Un petit troisième, on va aller avec le D. Amener les étudiants à appliquer ce qu'ils ont appris dans des études de cas simples. Selon vous? À droite? Excellent. Je vois de la droite. C'est parfait. C'est effectivement formulé comme une intention pédagogique l'est. Donc, ce PPT sera pour vous par la suite à consulter. Je fais apparaître la figure de notre Horatio, tout simplement parce que ces exemples d'objectifs sont tirés de plans de cours de la santé publique que j'accompagne. Donc, voilà, c'est le petit clin d'œil pour nous. Et avec ça, je pense, Hélène, on va peut-être n'en faire qu'un seul, hein, pour être sûr qu'on ait le temps. On voulait reprendre avec vous en fait, les objectifs qu'on a jugés être peu adéquats tout à l'heure, au tout début, et se demander comment on pourrait les transformer pour qu'ils deviennent adéquats. Si on prend l'exemple 2, qui comprenait, et tout le monde, vous étiez d'accord, hein, qui comprenait beaucoup trop de verbes, des choses, des éléments non observables, ils vont développer et tester leurs connaissances. C'est un peu problématique. Je vais me tourner vers ma collègue Hélène, avec qui je travaille, vous savez, depuis plus de 10 ans. Dans une ancienne vie, on était ensemble, donc au cégep à distance. Hélène, dis-moi, comment tu reformulerais cet objectif pour respecter les règles qu'on a énoncées tout à l'heure? Oui, alors ici, ce qu'on voit, à la fin du cours, les étudiants seront en mesure d'apprendre des théories essentielles en hématologie, de diagnostiquer, etc. En fait, le but ici, c'est que l'on souhaite que l'étudiant, à la fin de son cours, soit capable de traiter des patients. Donc, on pourrait le libeller sous forme d'une compétence. En fait, la compétence globale, ce serait de traiter les patients à la fin de son cours. Mais pour y arriver, quand on décortique tout cet énoncé, on peut y percevoir au moins 2 objectifs pour arriver à traiter le patient. Donc, on pourrait parler d'appliquer, déjà de diagnostiquer une anémie. Donc, ça voudrait dire que pas le patient, mais le clinicien est capable, l'épidémiologiste est capable d'analyser ce qui se passe pour poser un diagnostic. Et ensuite, on peut voir qu'il est capable de réaliser un comptage cellulaire, etc. Donc, on peut aussi penser qu'il peut appliquer le traitement adéquat. Ça veut dire qu'on va devoir lui montrer une procédure, il va devoir être capable de démontrer qu'il peut appliquer ce traitement. Dans différentes situations, il est capable de savoir que dans ce cas-ci, ce traitement doit être applicable. Donc, on peut voir les ajustements qu'on pourrait faire avec ce grand libellé qui comprend en effet trop de verbes, qui mélange aussi la compétence et des objectifs ici. Merci Hélène. Si je résume, donc on pourrait, évidemment, on n'est pas avec l'enseignant qui a rédigé cet objectif, il y a un dialogue qui est toujours utile, mais ça pourrait être, on pourrait avoir comme intention pédagogique ou objectif général traiter un patient souffrant d'anémie ferriprive,
par exemple, et on pourrait avoir deux objectifs d'apprentissage tels que diagnostiquer une anémie fériprive à l'aide des théories essentielles en hématologie, par exemple, et on pourrait avoir appliqué un traitement adéquat, etc., etc. Et on laisserait tomber, n'est-ce pas, Hélène, tout ce qui est en lien avec la deuxième phrase, en lien avec le développement et le test des connaissances. Oui, Est-ce que tout à c'est fait. inclus dans la capacité de diagnostiquer et d'appliquer le traitement adéquat? Oui, c'est inclus. Donc, on ne vient Évidemment, pas mettre ça fait du bruit autrement à votre objectif ou à vos objectifs. Donc, ce qui n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire parce que c'est implicite tout ça. donc, je vois ici quelqu'un demande, oui, il n'y a pas de critères d'évaluation. Effectivement, il n'y a pas de qualité ici. Ce n'est pas une composante. On pourrait en ajouter, mais ce n'est pas une composante essentielle d'un objectif. On peut faire le suivant. Oui, OK, parfait. Oui, allons-y. Excellent. OK. Donc, à la fin du cours, les étudiants seront en mesure de produire en équipe une balado-diffusion de 2 minutes expliquant la résolution d'une situation problème concrète, etc. Alors ici, Alors là, le vote était très partagé, Guylaine. Hein. Oui, je sais. Donc, on va prendre le temps de l'expliquer. C'est des choses que je retrouve parfois en validant les objectifs. Donc, en équipe, 2 minutes, Hélène va vous faire une proposition tout à l'heure, mais ce qu'on constate, c'est que c'est plus près des attentes relatives à la tâche d'évaluation que d'une capacité qui va être transférable dans une situation autre, parce que c'est ce qu'on souhaite, développer chez nos étudiants des capacités qui seront transférables. Donc, Hélène, quelle proposition aurais-tu pour transformer cet objectif? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Hélène. Oui, OK, pardon. Je pensais que j'avais accroché mon micro. Alors, comme Guylaine le dit, en effet, on est plus près de la tâche. Et là, ici, il faut toujours se ramener à votre intention. Qu'est-ce que vous voulez évaluer? Que voulez-vous voir faire? Qu'est-ce que vous voulez que votre étudiant soit capable de faire à la fin précisément? Est-ce qu'on est dans un cours de multimédia et l'on veut voir l'étudiant créer, être capable de créer une balado-diffusion? Est-ce que c'est là qu'on veut mettre l'emphase? Ou alors, on veut le voir expliquer la résolution d'une situation problème concrète? Ça pourrait être un des objectifs que l'on fixe, à atteindre par l'étudiant. Donc, il faut voir, est-ce que le moyen ne prend pas trop de place ici ou est-ce que le moyen est essentiel au final? Donc, ça, c'est très important de le savoir en partant, au départ. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez évaluer à la fin du cours? Ici, donc, tu sais, on est plus près de la tâche que de la capacité. Ici, on a plus un libellé de résultats attendus. Donc, il faut faire attention parce que parfois, on détourne ce qui était essentiel, ce qu'on voulait vraiment évaluer, en mettant beaucoup d'emphase sur autre chose. Et vous devrez l'évaluer, votre balado-diffusion. Vous devrez avoir des critères pour évaluer la balado-diffusion si vous demandez à vos étudiants de faire ça. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous libellez vos objectifs parce qu'à la fin, ça veut dire que vous devez l'évaluer. Alors voilà, ce serait aussi de choisir le moyen de communication adéquat. Ici, c'est une balado-diffusion. Est-ce qu'il y avait lieu de faire ça? Ça demande beaucoup pour un étudiant de faire ça. Donc, il faut revoir. Peut-être que c'est essentiel là, dans ce cas-ci. Il faut voir, en effet, il faut parler avec l'enseignant pour mieux comprendre. Parfait. Merci, Hélène, pour ta réponse. Donc, ici, on a 2 questions dans le chat. Est-ce que, Hélène, on prend le temps d'y répondre sommairement? Hein, je vois ici. Oui. Alors, si je développe un savoir-faire, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prendre le micro et nous dire un peu plus ce que vous voulez dire? Hein? Oui, si bonjour, vous développez un Sari. savoir. Oui, allez-y. Oui, en fait, je fais aussi un cours de formation. Par exemple, je vais demander à mes étudiants à développer, par exemple, une capsule vidéo formation, ok, sur une thématique. Là, je veux développer un savoir-faire. Okay? Si je développe un savoir-faire, ben, il y a les conditions. C'est-à-dire ici, je demande de produire, par exemple, une capsule vidéo,
on va dire 10 minutes parce que c'est demandé. Et moi, le critère d'évaluation, pour moi, c'est essentiel parce qu'à la fin, ça me permet aussi de faire l'évaluation de mon objectif de formation et est-ce qu'il a été atteint ou non atteint. C'est-à-dire, il faut que je commence, lorsque je fais le design de la formation, de penser déjà à partir de mon objectif, mon évaluation, si on veut être dans les approches stratégiques, bien sûr. Donc, c'est mieux de me casser la tête un peu lorsque je rédige mon objectif, de bien le formuler afin de mieux le mesurer par après. Donc, oui, exactement. Vous avez parfaitement raison, si madame. le En savoir. plus, il est important d'avoir à l'esprit. Oh, excusez-moi, Non, vas-y. Ça prend énormément de temps. Je sais, je fais l'exercice en cours. Pour corriger 3 ou 4 objectifs, ça me prend 1h30 parfois. Donc, en fait, il ne faut pas confondre la fin et le moyen. La balado-diffusion, c'est le vecteur qui vous permettra d'évaluer la compétence que vous souhaitiez développer. D'accord? Alors, selon des critères particuliers. Si on était, par exemple, dans un cours de médias, je sais pas moi, en journalisme, par exemple, oui, alors là, ça pourrait être la communication orale radiophonique pourrait être effectivement une compétence à proprement parler. Bon, alors évidemment, c'est la raison pour laquelle c'est toujours très ambigu de répondre à ces questions-là, parce que ça va dépendre d'une discipline à l'autre, d'un cours à l'autre, d'un programme à l'autre. Ce qui peut être considéré comme étant un objectif dans une formation pourrait être tout simplement qu'un vecteur, comme je vous disais, dans une autre. Donc voilà, c'est toujours à géométrie variable. Donc voilà, il n'y a pas de réponse uniforme à une problématique. C'est là tout le défi. Tout à fait, Florent. Et j'ajouterais, vous parlez de critères d'évaluation. Les critères d'évaluation, vous avez tout à fait raison, c'est très important d'y réfléchir en amont. Par contre, l'objectif n'est pas la place pour tout consigner les critères d'évaluation. De l'Université de Montréal, mais dans d'autres plans de cours, les critères d'évaluation seront définis. Pardon? Non, c'est correct, je comprends, oui. Vous comprenez, les critères d'évaluation sont bel et bien définis, mais dans un autre espace. Au moment, ils vont être associés aux différentes activités d'évaluation que l'on va proposer aux étudiants pour s'assurer de l'atteinte des objectifs énoncés. Donc, ce serait ma réponse pour les critères d'évaluation. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, on poursuit, Hélène, avec les méthodes pédagogiques. Oui, alors avec les méthodes pédagogiques, on fait appel ici aux façons de faire. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle stratégie pédagogique je vais mettre en place pour pour que mes étudiants atteignent les objectifs que j'ai mis en amont et pour faire en sorte qu'ils réalisent la tâche que je vais leur demander en évaluation. Donc, si on se rappelle tantôt l'analogie avec le parachute, là, on peut peut-être aller à l'autre diapo, s'il te plaît, Florent. Alors, je reprends le même schéma que mon ami Florent. Alors, très important, c'est alignement parce que si pour le parachute, par exemple, moi, comme professeur, je ne fais que demander à mon étudiant, je lui explique comment fonctionne un parachute et je lui demande de résumer dans ses mots les différents éléments du parachute, de m'expliquer comment ça fonctionne et qu'à la fin, j'arrive avec le test et je lui dis, bien maintenant, on va sauter de l'avion avec le parachute. Alors, je ne pense pas qu'il trouve ça drôle et je pense qu'il y aurait aussi pour sa vie un danger. C'est certain qu'à l'université, dans nos classes, ce n'est pas tout à fait aussi extrême, mais ce qu'on annonce à l'étudiant, on devrait être en mesure de l'évaluer à la fin. Et on voit souvent, quand on accompagne des programmes ou quand on voit même dans d'autres instances, primaires, secondaires, cégep, université, parfois il y a des petits décalages comme ça auxquels il faut faire attention. Alors, c'est pas toujours aligné. Donc, ça, c'est très important. On parle des activités d'enseignement et d'apprentissage qui sont alignées avec vos objectifs et avec l'évaluation. Donc, avec le parachute, là, ce dont Florent vous parlait au départ, ça voudrait dire qu'il va falloir sauter en parachute un petit peu avant. Je pense que tout apprenant souhaiterait ça. Hein? On n'aimerait pas arriver à la fin puis qu'on y va, oups. Alors, il faudrait le faire par petits bouts et y aller et pas juste que l'apprenant comprenne ce qu'est un parachute, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cet alignement qui est extrêmement important. Alors, ce que vous allez évaluer à la fin du cours, il faut l'avoir fait faire dans votre cours. Et surtout, il faut avoir
rétroagit aussi. Il faut avoir un petit peu réaligné les choses, lui donner de la rétroaction à votre étudiant pour savoir s'il est dans le bon chemin ou pas, parce que lui, il est évalué à la fin. Donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue. D'accord, on peut passer à la suivante. Alors ici, je vous propose en fait quelques exemples de méthodes pédagogiques, des méthodes d'évaluation. Alors vous en avez quelques-unes, exposés, études de cas, jeux de rôle, jusqu'au stage, problèmes, etc. Et vous avez aussi un lien qui vous mène à Studium FC auquel vous pourrez aller plus tard, où vous allez trouver un extrait du procédurier, en fait, du guide de rédaction de plan de cours. Alors, dans le guide de rédaction de plan de cours de l'université, vous avez accès à toutes ces méthodes d'enseignement et d'évaluation et elles sont toutes explicitées. Donc, c'est important si vous voulez varier aussi vos façons de faire, vos stratégies, ce qui est important. Alors, vous pourriez aller y jeter un coup d'œil, certainement. On peut continuer. Alors maintenant, ici, on a une petite activité pour vous. Alors, vous savez, nous, on vous parle, mais on aime bien vous mettre en action. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut susciter un apprentissage chez vous et l'apprentissage va se faire effectivement quand on est en effort cognitif. Donc là, je vais vous demander de faire un petit effort comme vous en avez fait tantôt. Alors, on vous a parlé de certaines choses. On va maintenant vérifier si l'alignement que nous proposons ici est adéquat. Alors, la même chose que ce que Florent vous a expliqué tout à l'heure, dans la section participants, pour cet alignement, je vais vous le lire, quand on l'aura regardé ensemble, vous irez mettre un crochet vert si vous êtes favorable à cet alignement, si vous pensez qu'il est adéquat, ou un X s'il ne l'est pas. Alors, l'objectif, ici, on souhaite, c'est un des objectifs du cours, qu'à la fin du cours, l'étudiant soit capable d'appliquer les concepts de base en épidémiologie. Donc, ça, c'est notre souhait, hein, c'est l'objectif. Et on se dit, bien, pour ça, on va préparer une étude de cas, on va mettre notre étudiant en action, on va lui faire une étude de cas. Ma méthode d'enseignement que je pourrais mettre de l'avant dans ce cas-ci, je pourrais dire, je vais faire un exposé et je vais présenter quelques cas. Je vais faire des cas à mes étudiants. Et l'exposé, il faut bien comprendre, c'est bien de faire des exposés magistraux. Cet exposé, il a sa place, mais il est encore plus important, plus pertinent si vous posez des questions à vos étudiants durant cet exposé. Alors, on peut jumeler exposé, étude de cas. Alors, quand vous posez des questions comme ça à vos étudiants, encore une fois, vous les placez en effort cognitif et ça, c'est très important au niveau de l'apprentissage. Alors, voici. Alors, est-ce qu'il est adéquat cet alignement? Et là, évidemment, on utilise encore le crochet vert ou la croix rouge. Bon, ben écoutez, vous avez tout bon. Alors, c'est un très bel alignement. Alors, l'étudiant est mis en action quand on lui demande d'appliquer les concepts de base. Donc, il va falloir le mettre en action, faire en sorte qu'il puisse les appliquer. Il va le faire dans l'étude de cas. Et puis, je vais utiliser des études de cas comme méthode. Donc, c'est très bon. On continue avec l'autre. Je fais vite, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, celui-ci est-il adéquat? Alors, l'objectif, je veux à la fin de ce cours, par exemple, notamment que l'étudiant soit en mesure de concevoir des politiques, procédures et règlements liés à la gestion de ressources informationnelles. Alors, ceci, ça vient de nos amis de l'EBSI, école de bibliothéconomie avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Alors, la méthode d'évaluation que l'on peut considérer ici, que l'on considère étant une bonne question à choix multiples. Est-ce que les questions à choix multiples vont permettre d'atteindre cet objectif? Et si j'utilise les lectures et les exposés, est-ce que ce sera aligné? Est-ce que tout ceci est aligné? Alors, je vois que j'y vais tout de suite. Là, je vois que vous avez tous mis des crochets verts. Non, c'est pas vrai. Vous avez tous mis des X. En effet, vous avez raison. Alors, ce n'est pas aligné parce que si je veux que mes étudiants soient en mesure de concevoir des politiques, procédures, et etc., bien, il va falloir que je leur en fasse faire. Et ce n'est pas à travers des questions en choix multiples que je vais pouvoir vérifier cet aspect, ni à travers les lectures, ni à travers des exposés. Donc, il faudra revoir cet alignement. On passe au suivant.
Alors, notre objectif ici est de décrire. On pense vraiment que c'est un cours de première année. Donc, on demande à nos étudiants, on leur dit à la fin de ce cours, vous serez en mesure de décrire les éléments fondamentaux de la science politique. Et la méthode, je propose, je vais leur faire un projet, ça va être super. Et puis, méthode d'enseignement, pardon. Je vais utiliser la discussion, le débat, et puis je vais faire des exposés. Alors, pensez-vous qu'il est adéquat cet alignement? Alors, il y a du rouge et il y a du vert. En effet, il y a du rouge et il y a du vert. Alors, si je dis il y a plus de rouge, si je dis décrire les éléments fondamentaux de la science, je suis à un niveau cognitif de la taxonomie de Bloom, au niveau de la mémorisation. Je vérifie qu'il a bien mémorisé les éléments fondamentaux, ce qui est pas banal. C'est important que l'étudiant sache ces éléments, connaisse ces éléments fondamentaux. Mais le projet, c'est sûr que là, je le mets vraiment en application. Et un projet, ça peut être important. Donc, c'est pas tout à fait en ligne. La discussion, le débat, c'est intéressant, mais je vais peut-être évaluer autre chose. Je vais peut-être aller chercher autre chose par le débat, la discussion. C'est certain que pour arriver à bien débattre et discuter en sciences politiques, il faudrait que je connaisse les éléments fondamentaux, mais la méthode est quand même assez costaud ici. Et exposer, si l'exposé est entrecoupé de questions, comme je vous disais un peu plus tôt, et que je vérifie que les étudiants ont bien intégré ce que je leur ai enseigné, ça peut être intéressant de leur demander de décrire ce que je viens de leur enseigner. Donc, il y a des plus, il y a des moins ici. On continue. Alors, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. En guise de conclusion, on aimerait peut-être vous proposer, vous entendre, ou vous pourriez peut-être écrire dans le clavardage. On aimerait savoir qu'est-ce que vous avez appris pour déterminer vos objectifs et cibler vos activités. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ça vous a servi? Si oui, est-ce que vous voudriez nous l'indiquer dans le clavardage ou intervenir de vive voix? Alors évidemment, si vous souhaitez intervenir de vive voix, n'hésitez pas à utiliser la petite main levée pour nous signifier que vous souhaitez intervenir. Merci Redouane pour vos remerciements, on en profite. Les petits mots d'encouragement, ça fait toujours beaucoup de bien. Oui, on aime bien ça. Oui. On va pas se Surtout mentir, ils sont juste là. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, vous nous dites merci, excellent, merci pour la révision. Alors, on espère que ça a précisé certaines choses pour vous. Voilà, donc quand on avance à la prochaine diapo, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Est-ce que vous auriez des questions? Puis à la fin, à la toute fin, on propose des liens si vous voulez aller plus loin. Donc, et puis, comme Guylaine le mentionnait plus tôt, cette présentation sera placée à quel endroit? Alors, la présentation sera disposée sur l'espace Studium FC. Alors, ça me permet de faire un peu de pouce là-dessus. On vous l'a dit ce matin et hier, mais peut-être que vous n'étiez pas là. Donc, en plus du catalogue de formation du CPU, catalogue sur lequel vous avez eu accès donc, à l'URL qui vous a permis d'accéder à ce webinaire, vous avez aussi la possibilité donc d'accéder à l'espace Studium FC. Donc, fouillez bien là dans le catalogue, vous avez un lien vers Studium FC. Studium FC, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose que le Studium que vous utilisez pour partager vos diaporamas, vos notes de cours, vos lectures, vos activités pour vos étudiants. Pourquoi FC? Parce que c'est un espace Studium qui est réservé pour la formation continue, particulièrement pour les professionnels enseignants de l'Université de Montréal. Donc voilà, c'est une instance qui est légèrement à part, mais vous allez voir, à part les couleurs, c'est tout à fait similaire à ce que vous connaissez comme espace Studium. Donc vous cliquez là-dessus, sur ce lien Studium FC, et vous allez donc découvrir tout un tas de ressources, et c'est là-dedans que l'on va disposer le matériel mis à disposition donc, dans le cadre de ce webinaire. Oui, Voilà. je préciserai que le matériel sera déposé sur le site en fin de journée au plus tard. Donc, ça ne saurait tarder. Voilà. Et l'enregistrement du webinaire, au même titre que tous les webinaires, seront aussi déposés sur Studium FC. Donc vraiment, on essaie de faire en sorte que le matériel qu'on vous propose
Si vous n'avez pas pu être là, si vous n'avez pas eu le temps de le prendre en note, peu importe, vous allez pouvoir y accéder. On essaye de partager les bonnes pratiques. Et évidemment, c'est aussi ce que l'on vous recommande dans le cadre de vos propres cours. Quand il y a du matériel, mettez-le à disposition suffisamment longtemps pour que vos étudiants puissent y avoir accès ensuite. Florent, je me permets de soulever une question intéressante ici dans le chat. Je vois très bien, oui, je maîtrise bien les objectifs, les alignements. Par contre, qu'est-ce qui m'est accessible en formation en ligne? Comment je pourrais conceptualiser, je reprends les mots de Marie-Anne et Grégoire, comment je pourrais conceptualiser mes objectifs? Est-ce que dans le lot de ce qui nous sera proposé comme webinaire, Florent, tu as des recommandations? Par exemple, je te mets sur la sellette et je m'en excuse, ce n'est pas le but, mais je pense à la planification de son apprentissage selon la méthode ABC avec Mohamed et André. Est-ce que ça... je relis la question, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. On parle d'évaluation, on parle de méthode pédagogique. Donc oui, c'est... En fait, c'est de savoir qu'est-ce qui est possible de faire à distance. C'est vraiment ça. Oui, vraiment, de ce point de vue-là, moi, je vous conseillerais de suivre 2 webinaires particulièrement, ce qui ne veut pas pour autant dire que les autres sont inutiles, mais le webinaire du 11 mai, lundi 11 mai au matin et du 12 mai au matin, donc le 11 mai, comment rendre son étudiant actif grâce à Studium, et le 12 mai au matin, comment rendre son étudiant actif grâce à Zoom. Vous l'aurez compris, celui du lundi, c'est comment rendre son étudiant actif de façon asynchrone, donc lorsqu'on n'est pas en rencontre comme ça en présentiel, en quasi-présentiel comme on l'est actuellement, donc lorsqu'ils sont, peu importe l'heure, peu importe l'endroit, donc ça c'est sur Studium, et ensuite donc comment rendre son étudiant actif sur Zoom. Il y a aussi un webinaire qui peut vous être tout à fait intéressant, le mercredi 13, petit et grand groupe virtuel, comment encadrer les étudiants, et en même temps, parce que je vais quand même aussi prêcher pour ma paroisse, c'est avec mon amie Hélène, mais aussi avec Grégoire, on propose un autre webinaire en même temps le mercredi 13, le travail en équipe et la collaboration aux différents cycles d'études. Ça va aussi probablement vous être utile pour développer des stratégies pédagogiques qui correspondent à vos objectifs et intentions. Est-ce que je réponds à la question? Est-ce que j'ai bien interprété, Guylaine? Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, je pense que d'autres webinaires, d'autres informations seront nécessaires. Il est certain que créer ou offrir plutôt un enseignement en ligne et à distance comporte son lot de défis. Donc, il faut peut-être ajuster ses objectifs en conséquence. Mais je crois que mes collègues vont vous présenter plusieurs trucs, astuces, stratégies pour vous permettre, je l'espère, d'atteindre ce que vous visez auprès des étudiants. Voilà, donc... Je vais prendre quelques questions en rafale, Guylaine. Durée, accessibilité du matériel court, moyen, long terme, je suppose que l'on parle du matériel sur Studium FC notamment. La chose n'a pas été déterminée à ce jour. Je serais surpris que ce soit effacé à court et moyen terme. À long terme, la question va se poser, mais ne vous inquiétez pas, vous y aurez accès tout le long de la session et probablement au-delà. Une question de Liliane, comment faire pour suivre les 2 formations, donc les 2 formations du 13. Voilà, malheureusement, le temps n'étant pas extensible, on a dû en arriver au choix cornélien de mettre 2 activités en même temps, mais rassurez-vous, tous les webinaires sont enregistrés, donc à défaut de pouvoir y assister en direct, vous pourrez y assister en différé. Est-il réaliste de maintenir l'attention des étudiants pendant une séance de 3 heures comme en présentiel? Probablement pas, il y a de la recherche là-dessus. On nous parle de plages horaires entre 1 heure, 1 heure et demie, ça va là-dedans. Évidemment, les plages de cours restent de 3 heures. Ça nécessite un peu plus probablement d'imagination pour avoir des activités en groupe. Vous pourrez le voir notamment dans comment rendre son cours dynamique avec Zoom. Vous allez pouvoir voir comment on peut diviser un espace Zoom en plusieurs sous-groupes permettant à vos étudiants de travailler en équipe et vous de vous balader virtuellement d'un groupe à l'autre. Donc, ça va permettre cela. J'avais vu une autre question, mais je l'ai oubliée, mes excuses. Je regarde pour... Je crois que ça... sur l'ampoule, ce n'est pas indiqué que c'est adapté de Bloom. Un petit détail, oui, ce l'est tout en bas. Oui, ce l'est tout en bas. En fait, oui, pardon. On a donné crédit à M. Bloom. Oui, on a donné crédit en fait à
Anderson et Krathwohl, Oui, qui tout en fait à fait. ont adapté Anderson le et livre. Kraftwerk, c'est ça. Oui, Voilà. qui ont fait oui, la taxonomie révisée. Donc voilà, écoutez, je crois que ça fait le tour. Je ne vois pas d'autres questions. Alors moi, ça me C'est Merci permet sûr qu'il y a peut-être à vous tous. certaines méthodes pédagogiques qui sont adaptables énormément. à distance. Pardon, excusez-moi, je parle en même temps. Oups. Alors, Il y a un petit flottement. il y a un petit flottement, Florence. On te laisse clore. Très bien. Oh, Oui, pardon, excusez-moi. Écoutez, tout simplement, ça me permet donc de clore en faisant du pouce pour nos collègues qui assumeront le webinaire de demain matin. Euh, Excusez-moi, donc c'est Hélène. Encore une fois, tu te réveilleras tôt demain, Hélène, pour préparer la formation. Hélène Charette, donc Farzine Gadzerani et Frédéric Lapointe. Farzine et Frédéric sont nos deux experts en évaluation. Puis Hélène, c'est notre experte en tout. On le sait, vous l'avez vu cet après-midi. Donc ces trois-là vont nous présenter un webinaire sur comment évaluer en ligne et à distance. C'est un enjeu qui est, vous le savez, extrêmement important. L'objectif au terme, ou plutôt l'intention au terme de ce webinaire, c'est que vous soyez en mesure de monter une évaluation qui tire évidemment parti du numérique pour évaluer adéquatement vos étudiants. Et je le dis et je le répète, oui, ce n'est pas parce qu'on fait des choses à distance ou sur Studium que les questionnaires à choix multiples, c'est la seule option. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Voilà. Je vous laisse et je vous remercie encore pour votre... juste une petite chose, il y a quelqu'un qui demande, vendredi 22 mai, j'enseigne de 9 h à midi, c'est le cas de plusieurs de mes collègues. Alors, comment faire? Mais les webinaires sont enregistrés, c'est la meilleure réponse que je pourrais vous donner parce que c'est ça, la date Oui, a été je fixée. pense Donc, qu'on peut amputer allègrement, Guylaine, on peut empiéter allègrement sur le temps. Hein. Là, on est davantage dans les informations. Voilà. Vous êtes libérés si vous voulez, mais si vous voulez poser des donc questions, pas n'hésitez pas. d'échange. Ben, Mais écoutez, je ne sais pas quoi vous voilà. répondre. En fait, ce que l'on explique, c'est que le vendredi 22 mai, on a tenu à faire une communauté de pratique parce que on sera au terme de la première semaine de cours. Alors évidemment, tenir compte de l'agenda de tous les professeurs et chargés de cours de l'université, c'était impossible. Je veux dire, dans l'absolu, il aurait fallu le faire le samedi matin, mais c'était évidemment impossible. Donc voilà, on le fait le vendredi matin, nos excuses, mais là aussi, ce sera enregistré, donc vous pourrez assister normalement en différé à ces communautés de pratique. Donc nos excuses si vous ne pouvez pas en être, mais n'oubliez pas qu'il y en a d'autres en amont, donc le 15, le 8, etc. Donc il y a d'autres communautés de pratique. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y avait autre chose? Alors, merci. Moi, je remercie tout le monde. Je regarde le chat. Je ne vois plus de questions. Donc, quelle heure plaisante. Merci. Quelle heure plaisante? Il y a quelqu'un qui a écrit ça? Je C'est ne moi vois qui pas. Non, c'est moi qui le dis. Moi, ça a été une heure Ah, plaisante en votre mais compagnie. quelle heure plaisante, en effet, pour nous aussi. Super. Alors, à bientôt. Faites attention à vous. Au À Oui, bientôt. faites revoir. attention à vous. Et Bonne puis à demain santé. matin. Jusqu'à demain matin. Oui, voilà. Bye bye. Au revoir.